Bonjour Costa. Bonjour Lenny. Oui, voilà. Donc, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis plusieurs années déjà. Donc, on a décidé qu'on n'allait pas faire semblant d'être poli, d'avoir une certaine, je sais pas, un rapport qui n'est pas le nôtre. Voilà. Écoute, on va commencer donc sans plus tarder par évoquer donc ton enfance, puisqu'elle est extrêmement importante, comme pour nous tous d'ailleurs, mais dans ton cas, elle n'a pas été, disons, de tout repos. Écoute, tu es né donc en 1933 à Loutra-Iraïas. Ça, c'est en Arcadie. On est où exactement en Grèce, à cet endroit-là? C'est où? Dans le Péloponnèse. Péloponnèse. Au sud de la Grèce. Voilà. Au sud de la Grèce, parfait, très bien. C'est presque une île. Enfin, c'est une grande île. D'accord. À quoi ressemble ton enfance? Eh bien, je suis parti de la Grèce à une époque où la situation c'était le lendemain de la guerre civile, et la situation pour des gens qui appartenaient à ma classe sociale, celle de ma famille, était vraiment très difficile. C'était très difficile. Il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de possibilité de futur, donc la seule façon, c'était d'aller à l'étranger. Il y avait une possibilité d'aller en Amérique, mais c'était très compliqué. Et je voulais faire des études, le seul pays où on peut faire des études et travailler, c'était la France. Parce que les études, comme vous devez le savoir, sont gratuites, et il y avait des facilités, il y a toujours des facilités pour les étudiants. Donc c'était pour moi le pays idéal. En plus, je parlais un tout petit peu le français, puisqu'on apprenait un peu à l'école très mal, mais enfin, je pouvais, en tout cas, m'orienter. Et pourquoi tu voulais partir? À cause du climat social, du climat politique? Et ton père, donc, était opposant à la monarchie. C'était compliqué, c'était difficile, donc... Non, essentiellement, voilà, pas dans la guerre, pas dans l'occupation allemande. Mon père a fait la résistance. Il y avait deux groupes de résistants. Il y avait la résistance, les royalistes, et puis ceux qui étaient contre le roi. Et mon père était contre le roi. Et ceux qui étaient contre le roi, ils étaient d'une certaine manière, enfin, ce mouvement-là, était dirigé, mais en tout cas co-dirigé par des communistes. Donc ceux qui étaient contre le roi ont été considérés comme des communistes. Et après la libération, ils ont perdu leur travail. Alors pour aller à l'université, il fallait avoir un certificat qui expliquait que votre famille, jusqu'à votre grand-père, n'était pas anti-royaliste, en tout cas communiste. Anti-royaliste, c'était assimilé à communiste. Voilà. Et voilà, donc c'était aussi impossible d'aller à l'université. Il y avait ça. Donc aussi. voilà, c'était bloqué pour vous, là. Bloqué complètement, oui. D'accord. Ça a duré plusieurs années. Mm-hmm. Bon, et vous avez donc pris la décision de partir pour la France. Et évidemment, ce n'est pas une immigration, vous ne partez pas avec un compte en banque bien rempli. Vous êtes le vrai immigrant qui débarque avec presque rien dans les poches à Paris en 1955. En fait, avant ça, bon, je vais vous dire une anecdote. J'ai travaillé pendant un an et réuni un peu d'argent pour pouvoir partir et avoir un peu de facilité quand j'arrivais en France. Et juste avant de partir, au bout de l'an, on a dévalué à 50% le drachme. Ah oui. Et je me suis trouvé avec la moitié de l'argent que j'avais. Il a fallu travailler encore un an. Voilà. Non, à l'époque, c'était pas encore De Gaulle. C'était encore beaucoup de gouvernements en France. Il y avait changé de gouvernement tous les 6 mois, tous les 8 mois. De Gaulle est revenu quelques années après, il est venu à 59. Moi, je suis arrivé à 54. Mais je dois dire que la surprise était qu'en arrivant, j'étais accueilli formidablement bien. Il suffit de vous dire que quand on demandait à un policier où était telle rue, vous l'approchez, vous disiez oui, monsieur, vous saluez, vous parlez très correctement. On se sentait vraiment être un citoyen normal. Ce qui m'avait beaucoup surpris, parce que ce n'était pas la même chose avec les policiers grecs, qui étaient vraiment tout à fait autre chose. Voilà. Donc c'était et puis comme je vous le disais, pour les étudiants, il y avait des formidables études. Il y avait dans les cités universitaires, par exemple, il y avait des chambres où on payait très peu d'argent. Il y avait des restaurants où on mangeait très bien avec très peu d'argent. Et l'université entièrement gratuite. Les livres gratuits, les bibliothèques gratuites, etc. Donc c'était vraiment l'endroit idéal pour faire des études. Ça l'est toujours d'une certaine manière. Peut-être pas autant que ça l'était à l'époque, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, la situation a changé, l'économie aussi. Mais en tout cas, ça continue quand même d'être très important pour faire des études en France, avec des grandes facilités.
Et les études que vous entreprenez, donc, c'est des études de lettres. Et à ce moment-là, vous n'avez pas encore d'envie de cinéma ou pour vous, le cinéma, c'est un monde étranger. Vous n'êtes pas près de ce monde-là. Non, mon idée, c'est d'écrire. Donc, il fallait apprendre la littérature. J'ai commencé une licence de lettres. Le cinéma, j'ai découvert tout à fait par hasard, très vite, dès les premières semaines. J'ai vu des autres étudiants qui allaient voir un film à la Cinémathèque française qui était à l'époque très près de la Sorbonne. Et j'étais avec eux. Et ils parlaient d'un film extraordinaire. Moi, j'étais habitué aux films que je voyais en Grèce, des films d'action, des films de cow-boys, des films, vous savez, des films qui ne posaient pas des problèmes. Eh bien, je suis arrivé à la Cinémathèque et j'ai vu un film qui s'appelait Greed, Les Rapaces. De Eric von Stroheim. 3h30, une vraie tragédie. Pas un sourire, ça se passait dans un désert, des gens qui s'est disputés pour de l'argent. C'était un film extraordinaire, je suis resté époustouflé. Je me suis découvert qu'au cinéma, on pouvait faire autre chose que les films de cow-boys, qui chassaient les Indiens. Voilà, alors je me suis dit, tiens, c'est une nouvelle forme d'écriture qui m'intéresse beaucoup. Et je me suis renseigné, j'ai découvert qu'il y avait une école de cinéma qui s'appelait l'IDEC, Institut de haute études cinématographiques. Donc, je suis allé voir. Je suis tombé par hasard sur le directeur, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai expliqué qui j'étais, qu'est-ce que je faisais. Il se trouve qu'il était licencié S-Lettres. Et il m'a accepté très facilement, et il m'a même dit, écoutez, on va essayer de vous prendre à l'école, mais vous ne pouvez pas passer un concours parce qu'il est très, très difficile. Et que votre français est très moyen, vous ne pourrez jamais passer. Mais on va vous demander de nous faire une petite étude sur le théâtre ancien grec. C'était la catastrophe. Parce qu'on ne nous avait jamais enseigné quoi que ce soit sur le théâtre antique grec en Grèce. Je me suis mis pendant une semaine à lire toutes les pièces. Enfin, d'abord l'histoire du théâtre, les différentes œuvres, les écrivains, etc. C'était devenu dans ma tête une bouillie extraordinaire, mais j'ai réussi à faire quelques pages. Et ils les ont lus et ils m'ont laissé entrer au théâtre. Voilà, c'était ça. Alors, au théâtre grec, encore aujourd'hui, je mélange les auteurs, je les mélange les pièces. Il faut vraiment passer un moment pour pouvoir dire, voilà, telle œuvre est écrite par un tel, etc. Voilà, et là, j'ai découvert à l'IDEC un autre monde, c'est-à-dire le monde du cinéma. Une liaison entre des choses techniques et des choses esthétiques, des choses artistiques. Et c'était fascinant. Et c'était vraiment un plaisir. Alors, le directeur m'a dit, vous allez continuer quand même votre licence de lettres. Je dis absolument. J'étais prêt à promettre n'importe quoi pour entrer à l'Observatoire du cinéma. Et bien, j'étais tellement pris par ce que je découvrais à l'école du cinéma, à l'IDEC, que j'ai écarté un tout petit peu la licence en me disant, on verra ça plus tard. Et je ne l'ai jamais fait. Voilà. Et est-ce que vos collègues à l'IDEC étaient des connaisseurs de cinéma? Est-ce qu'ils étaient au même niveau que vous? Est-ce que vous vous sentiez intégré dans ce groupe-là? Ma grande surprise en arrivant en France, c'est que j'ai découvert des étudiants qui étaient un peu plus jeunes que moi sûrement, mais aussi, surtout à l'IDEC, qui avaient des connaissances extraordinaires. Moi, je ne connaissais rien du tout. Sur l'histoire du cinéma, rien du tout. Il fallait tout apprendre. Ils étaient à un niveau vraiment bien supérieur du mien. C'était une aventure formidable, parce que tout d'un coup, je me suis dit, j'apprenais quelque chose, il y avait quelque chose qui m'intéressait profondément. Et l'analyse des films, c'était vraiment un plaisir de voir pourquoi on fait les films, qui fait les films d'abord, et puis comment on le fait, pourquoi on le fait, les sujets, les contenus du film, et tout cela, c'était fascinant. Et donc, vos études ont duré 2 années, et vous avez donc réalisé un film à la fin de vos études en 1958. Donc, une fois que c'était terminé, est-ce que le passage entre l'école de cinéma et le monde professionnel était un passage qui était facile? Comment ça s'est passé? C'était une grande, grande chance, parce que l'école m'appelle un jour, on envoyait à l'époque, on avait des pneumatiques. Je ne sais pas si vous avez ça aussi. Non, mais je vois c'est quoi. C'est l'ancêtre du télégramme, un peu. Sur de télégramme, il me dit, venez nous voir. Je suis allé voir le directeur qui me dit, on vous propose un stage de 15 jours, 3 semaines, dans un film
Est-ce que vous voulez le faire? Évidemment, j'ai sauté au ciel, j'ai dit tout de suite. Je suis arrivé au studio, et le premier assistant, qui s'appelait Claude Pinoteau, il est devenu metteur en scène plus tard, il m'a donné le service du jour, avec la scène à tourner. Il m'a dit, faites-nous ce qu'on appelle un dépouillement en français. C'est-à-dire, dépouillement, ça veut dire exactement ce qu'il faut pour faire cette scène et les emplacements des acteurs. Je l'ai fait très vite, c'est qu'on avait appris à l'école. Et après, bon, je fais le film avec Claude Pinoteau. Surprise énorme, à la fin du film, il m'accompagnait, on était en dehors de Paris, il m'accompagnait à Paris, et il m'a dit, écoute, moi je fais un film, je commence un film dans 3 semaines, le film de mon frère, Jackie Pinoteau, est-ce que tu veux être mon deuxième assistant? J'étais encore plus surpris qu'on puisse imaginer, d'autant plus que un élève qui sortait de l'idée qu'il n'avait pas le droit, il fallait faire 3 stages. Et que, comme étranger, je n'avais pas le droit de devenir deuxième assistant. Je n'avais pas les cartes de travail. Je lui ai expliqué tout ça, il m'a dit, oh, je m'en fiche. Je lui ai dit aussi. C'était l'époque où les papiers étaient moins importants qu'aujourd'hui. Voilà. Non, ça a été le début d'une aventure formidable, parce qu'avec Claude, j'étais son deuxième assistant pendant 3 films. Après, il m'a dit, deuxième, c'est pas assez, tu vas être co-premier avec moi. On a fait des films ensemble comme premier assistant. Et après, j'ai fait des films premier assistant tout seul, parce que bon, peu à peu, j'ai commencé à avoir une petite notoriété, donc on m'a demandé pour être premier assistant. Et donc, ça a été la formidable aventure de ma vie, parce que sans Claude Pinoteau, je ne sais pas comment j'aurais commencé. Parce qu'il vous a donné une sacrée chance en vous prenant sous son aile comme ça. Oui, d'autant plus qu'on a travaillé avec des metteurs en scène comme René Clair, comme Henri Verneuil, comme Jean Giono. Enfin, c'était vraiment un plaisir immense. Donc, vous aviez l'occasion de voir des metteurs en scène chevronnés exercer leur métier. Absolument. Absolument. Et qu'est-ce que c'est notre apprentissage? Oui. C'est pas celui de l'école, c'est un apprentissage. Parce que à une équipe de cinéma, à l'époque, on était nombreuses les équipes. On avait 30, 40 personnes, parfois même plus les acteurs et les figurants. Donc, on était vraiment dans une effervescence permanente. On dormait très peu. Et les assistants, à l'époque, un peu moins aujourd'hui, ils faisaient le casting. Aujourd'hui, on a des directeurs de casting. Et puis, on faisait aussi le repérage. Le repérage des lieux de tournage. Des lieux de tournage. On envoyait plusieurs, et puis s'il fallait une salle pour le film, on envoyait plusieurs, on disait, ah, celle-ci, elle est belle, elle est vraiment belle d'ailleurs, disons comme ça. Donc, et le metteur en scène, en général, nous se suivait complètement, ou presque. Enfin, voilà. Et ça, c'était notre type d'apprentissage, parce qu'il fallait plonger dans le scénario. On arrivait même à connaître le scénario quasiment par cœur. Enfin, c'était ça. Vous aviez une grande latitude créative d'une certaine façon, parce que vous pouviez suggérer qui vous vouliez, vous pouviez présenter des lieux. C'était ça. Contrairement aux premiers assistants américains, quand je travaillais en Amérique, ce sont les organisateurs du plateau. Ce sont qui dirigent le tournage pendant les journées du tournage sur ce qu'on appelle le plateau, là où se passe. C'est les gens qui font la circulation. C'est ça, voilà. Mais qui connaissent aussi bien le scénario, mais ils n'ont pas des comment dirais-je, une autorité artistique. On ne demande pas d'être artiste. On ne demande pas plus que ça. En fait. Voilà. D'accord. Vous êtes reconnu pour être un grand directeur d'acteurs. On le voit d'ailleurs dans votre filmographie. La manière que vous avez dirigé les acteurs, c'est prodigieux. Est-ce que, et ça ne s'apprend pas à l'école, comment vous avez appris ça? Est-ce que c'était lors de votre travail d'apprenti, d'assistant, en regardant justement ces maîtres-là travailler, que c'est là que vous avez observé quoi faire, quoi ne pas faire? Non, on observe le metteur en scène, c'est leur relation avec les acteurs et comment les acteurs réagissent par rapport au scénario et par rapport à ce que le metteur en scène demande. Mais moi, j'ai appris très vite que la direction de l'acteur, ou plutôt disons 50% de la direction de l'acteur commence au choix des acteurs. Il faut connaître les acteurs très bien, il faut savoir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, et ce qu'on leur demande. À partir du moment où on a bien choisi l'acteur, déjà après, les choses deviennent un peu plus faciles. Deuxième période, c'est de leur expliquer exactement ce qu'on demande, ce qu'on veut. On écoute aussi leur point de vue sur le scénario, sur le personnage qu'ils doivent interpréter, et on discute, on trouve une solution, mais avec l'assurance que le metteur en scène a le dernier mot. Sinon, ce n'est pas possible.
Si le metteur en scène n'a pas de dernier mot, c'est le film de n'importe qui, enfin de l'acteur, et puis je sais pas moi, du chef opérateur. Donc ça, c'est un principe absolu. À partir de là, ça devient une relation, disons, amicale. Et puis quand on a travaillé une fois et après de nouveau avec le même acteur, ça devient vraiment une coopération très très simple. Comme vous étiez en charge de faire les castings sur les films, donc vous alliez beaucoup au théâtre, beaucoup au cinéma, donc vous étiez très près de la scène artistique parisienne, vous connaissez les acteurs, tout ça, donc vous étiez près de ces gens-là. Là. Ah, il faut les connaître, il faut connaître les acteurs, et la seule façon de les connaître, d'aller voir là où ils travaillent, au théâtre, les films qu'ils ont faits. Parfois, on allait aussi au cours d'acteurs, pour voir les jeunes acteurs, etc. On les suivait comme chez l'âge. Et c'était la vraie façon. Et voir aussi, ce qui est important à mon avis toujours, elle était encore plus à l'époque, comment ils sont dans leur vie. Quel type de vie ils ont. Voilà. Et là, on entre plus quelque chose de très délicat, mais je pense qu'il est assez important, aujourd'hui aussi, de savoir quel est ce personnage avec qui vous allez travailler, à qui vous allez confier un rôle important, déterminant pour la vie du film, et aussi comment il pense, comment il a sa vie, parce que vous allez avoir à travailler avec lui en permanence, pendant 5-10 semaines. De manière assez intime, voilà. souvent. Donc ça aussi, c'est important. D'accord. Donc, il y a Claude Pinoteau qui vous a pris sous son aile, donc qui vous a formé au métier d'assistant, vous avez pu donc vous développer. Et il y a eu une autre rencontre marquante pendant ces années-là d'assistant, c'est celle d'avec Simone Signoret, hein, qui était vraiment qui était une star à l'époque. Vous, jeune immigrant, assistant, vous deviez être intimidé, j'imagine, de rencontrer cette personne-là pour la première fois. Oui, en effet. Je faisais le film de René Clément qui s'appelle Jour et l'heure, qui était en moitié anglais, moitié en français. L'histoire pendant l'occupation d'un pilote américain qui essayait de fuir, et Simone l'aidait. Et j'étais chargé de m'occuper des problèmes de Simone, de ce costume et de son programme. Des problèmes de Simone. Et je suis dans le film, hein, n'est-ce pas? C'est limité là. Et je suis allé souvent chez elle pour parler avec elle, pour savoir ce qu'elle voulait exactement, quand elle était libre, quand elle n'était pas libre. Et il m'a présenté mon temps, en me disant un jour, voilà, je vais te présenter l'autre immigré, parce que c'était mon temps, parce que mon temps était né en Italie, immigré italien, très jeune. Voilà, et je ne sais pas, un jour, il me dit, après le film, est-ce que tu joues au volleyball? Je joue au volleyball. Il dit, bah, viens à la campagne, là, pendant le week-end, on va créer une petite équipe, parce que je vais beaucoup au volleyball à la campagne. Voilà, c'est comme ça que je suis entré un tout petit peu dans ces milieux-là, qui étaient un milieu absolument extraordinaire, parce qu'il y avait des gens extraordinaires qui fréquentaient la campagne, qui fréquentaient Martin Signoret. Et eux-mêmes, c'était vraiment des gens à Paris, à l'époque, exceptionnels dans la mesure où ils avaient des positions, si vous voulez, sociales, politiques aussi, mais aussi artistiques, absolument extraordinaires. C'était qui, ces gens-là? Bah, à côté de Yves Montand et de Signoret, il y avait Chris Marker. Il y avait un peu plus tard, il y avait Michel Foucault, qui était, je ne sais pas, vous connaissez le nom, c'était un grand philosophe, écrivain. Il y avait des acteurs, il y avait... Après, on m'a invité encore dans d'autres week-ends, et c'est vrai que c'était une fréquentation absolument étonnante pour quelqu'un qui ne connaissait rien. C'était comme un plouc hein, quand ça arrivait chez eux. Ça a été une bonne école pour vous. J'ai appris aussi des choses à lire, des choses à voir, et c'était une leçon permanente. Et donc, est-ce que votre horizon s'élargissait à ce moment-là? Est-ce que vous voyez en train de devenir cinéaste ou vous étiez satisfait de votre travail d'assistant, qui est un travail, dans le fond, qui est quand même passionnant et puis qui mettait du beurre sur les épinards, qui vous permettait de gagner votre vie? Est-ce que vous aspiriez déjà à franchir le Rubicon et de devenir réalisateur? On aspire toujours, quoiqu'à l'époque, c'était plus difficile de dire qu'un jour, je deviendrai metteur en scène. Pourquoi? Parce que les metteurs en scène, c'était des maîtres à l'époque. C'était des grandes personnalités qui étaient mondialement connues, en tout cas nationalement connues, et que ceux qui accédaient à la mise en scène, c'était parfois soit les écrivains, c'est de la nouvelle vague, les critiques, mais quelqu'un qui était Il n'y avait pas d'étrangers du tout dans le cinéma français. J'étais pratiquement le seul premier assistant étranger. Enfin, franco-étranger, disons, puisque après, je suis devenu citoyen français. Donc, l'idée, sûrement, frottait dans ma tête. Ça, du moins, dans ces milieux,
Mais je n'avais aucun programme, je n'ai pas ça. Et puis, les cinéastes à cette époque-là, ou les gens qui aspiraient à faire du cinéma, étaient souvent des gens qui étaient des gens de bonne famille. Surtout en France. Oui, c'est ça. Donc, et pourquoi de bonne famille? Parce que pour faire un film à l'époque, eh bien, il fallait l'écrire, il fallait trouver des acteurs, il fallait le temps. Avoir le temps, passer 1 ou 2 ans, jusqu'au moment où on peut accéder à faire un cinéma. Donc, les seuls... Et si on prend toutes les biographies des cinéastes français des années... du début du cinéma, disons, jusqu'aux années 70, 80 même, ce sont tous les metteurs en scène des grandes familles françaises. D'accord. Et il est arrivé... vous êtes tombé sur un livre de Sébastien Japrisot, à cette époque-là, qui s'appelle Compartiment-tueur. Dans quelles circonstances avez-vous lu ce livre-là et comment est-ce que ça a déclenché l'idée que je pourrais adapter ce livre et en faire un film? En fait je venais de finir un film de Clément, de René Clément, celui avec Simone Signoret précisément, et René Clément m'a dit à la fin, dans 2 mois, 3 mois, je fais un autre film avec Delon et Jane Fonda. Je voudrais que tu attendes pour être le premier assistant. Et j'avais quelques temps, et je lisais, je faisais des choses, je voyais des au théâtre, au musée. Et je suis tombé par hasard un jour sur un livre qui s'appelait Compartiment tueur. Compartiment tueur, pour comprendre, c'est que dans le train à l'époque, il y avait compartiment fumeur. Et donc c'est devenu, parce que les assassinats se passaient dans un train, donc c'est devenu compartiment tueur. Ça m'a, sur ma curiosité, j'ai commencé à le lire. Et quand j'ai fini la lecture, j'ai dit, tiens, ça peut faire un scénario, et je le fais comme un exercice scolaire complètement, n'ayant ni les droits, ni connaissant même pas l'auteur, ni pensant en faire vraiment un film. Et comme j'écris à la main, j'ai donné à une secrétaire de studio de le lire, de le me taper à la machine pour pouvoir retravailler dessus, et elle l'a donné au directeur du studio. Le directeur du studio m'envoie un télégramme. Sans vous demander, sans vous consulter. Oui, sans me demander. Le directeur du studio m'a envoyé encore un télégramme me disant, je vais vous voir. Je l'ai vu, il m'a dit, on peut faire ce film, j'aime beaucoup votre scénario. Je lui ai dit, mais vous savez, je n'ai pas les droits. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas fait pour faire un film. Bon, voilà, c'est ça. Et c'est parti comme ça. Mais c'est parti comme ça. Bon, vous écrivez un scénario, il faut acquérir les droits, mais surtout, vous avez, à part votre court-métrage d'école, 7 ans auparavant, vous n'avez pas réalisé de court-métrage, vous n'avez pas réalisé, vous avez été assistant. On a fait l'école de fin d'études, qui est un film. On nous donnait une bobine de 35 mm, avec laquelle on peut faire un film de 9 à 10 minutes. Il fallait écrire le scénario et faire le film. Et c'est avec ça qu'on avait le diplôme, ou pas. Bon, j'avais fait ça, mais c'est tout ce que j'avais. Voilà, c'est ça. Donc, ça faisait plusieurs années que vous n'aviez pas été aux commandes là, d'un film. Là. Donc, le studio a acheté les droits. Tout de suite, il appelait, devant moi, il appelait tout de suite pour voir d'abord si les droits étaient libres. Et on lui a dit qu'il était, il les a bloqués. Et il m'a demandé qui vous voyez comme acteur. Je ne voyais aucun acteur, parce que je n'avais pas pensé à l'acteur. Non, vous n'avez pas pensé à ça, bien. Il y avait des jeunes dans le film. J'ai dit, voilà, il y a une jeune, Jacques Perrin pouvait faire un jeune, comme ça, il fallait que je trouve des acteurs. Et après, il y a peut-être une jeune, je savais qu'elle est la fille de Simone Signoret, que j'avais fréquenté, elle était très jeune, elle était encore au baccalauréat, et voulait faire du cinéma. Je lui ai dit, voilà, il y a Catherine aussi qui va faire le... Ah, il m'a dit, ça c'est une très bonne idée, les deux, c'est un bon couple. Et après, il m'a dit, alors j'ai une lignée de noms, j'ai dit, Michel Piccoli, peut-être, on peut lui demander. Je me suis trouvé complètement coincé à annoncer des noms que je connaissais bien, mais je ne savais même pas s'ils auraient accepté. Voilà. Et il m'a dit, c'est bien. Alors écoutez, il m'a dit, pour Simone, c'est une très bonne idée, elle peut commencer Catherine, ça sera son premier film. Je vais appeler Simone. J'ai dit, non, n'appelez pas Simone. Je vais la parler à Simone avant de l'appeler, peut-être. Et on a parlé à Simone, et il m'a dit, non, Catherine, il faut qu'elle ait son bac. Mais il m'a dit, si tu veux, moi, il m'a regardé comme ça, je peux te faire la vieille actrice. Il y avait un rôle, il appelait la vieille actrice. J'ai failli tomber. Parce que, évidemment, Simone Signoret disant cela, le film se faisait automatiquement. Ah ben oui, c'est sûr. Elle appelait tout de suite Julien Desrolles, le directeur du studio qu'elle connaissait depuis des années, et lui expliquait. Il dit, moi j'ai fait le film, etc. Et c'est parti comme ça.
Du coup, mon temps me dit à la suite, dis donc, il paraît que tu as fait un bon scénario, un peu un rôle pour moi. Je dis, Yves, lisez, et puis vous me direz, prenez ce que vous voulez. Incroyable. Et après, c'est devenu comme il y a des acteurs que je connaissais, et puis eux aussi, ils avaient des amis. Puis Collier acceptait tout de suite, je leur ai parlé. Et puis il y a des acteurs qui disaient, et moi, il n'y a rien pour moi. À quel point, si vous voyez un peu dans les films, vous verrez des acteurs très connus comme Daniel Gélin, par exemple, qui était une gosse. Bernadette Lafont. Absolument. Bosufi. Oui. François Arnoul. Claude Berry. Ils font la figuration dans le film. C'était incroyable. Donc, Compartimentaire, film très réussi, je le répète, donc va très bien marcher en France. Et donc, ça va devenir un succès. Il va même être projeté aux États-Unis. Vous allez avoir un bon succès critique aux États-Unis. Et également, ça lance votre carrière de très belle façon. Là. Oui, le film a été critiqué formidablement bien par un très célèbre critique du New York Times à l'époque, Buster Crowther, il s'appelait, je crois. Et tout d'un coup, ça a pris feu, parce qu'il a commencé à me demander des films d'aller à Los Angeles, tout ça. J'ai tout de suite arrêté. Je me trouvais très bien en France, je ne voulais pas, comme ça, partir du premier coup, comme ça. C'est aussi loin que ça. Je comprends. Donc, en faisant ce film-là, vous étiez aussi conscient que vous risquiez beaucoup, puisque vous aviez une carrière de premier assistant qui aurait pu continuer. Et si le film fonctionnait pas, si c'est un échec, ça aurait été difficile de retourner au métier de premier assistant par la suite. Vous savez, un premier assistant qui devient metteur en scène et qui rate son coup, plus aucun metteur en scène ne veut travailler avec lui. Oui. Parce que c'est un mauvais collègue. Voilà, c'est ça. Non, exactement, tout à fait. Donc, vous étiez affranchi à ce moment-là, donc, d'une certaine façon. Et là, donc, vous deviez donc, être en quête d'un second projet, quelque chose qui allait suivre Compartimentaire. À cette époque-là, vous aviez en tête, vous travaillez sur la condition humaine d'André Malraux. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est vrai? Non, en fait, voilà. Après les succès de ce film, un producteur américain qui s'appelait Harry Saltzman, qui était un des deux producteurs de James Bond, à l'époque très célèbre. Il est venu à Paris, il parlait très bien français, il a voulu me rencontrer. Est-ce que vous savez où il est né? Est-ce que vous savez où il est né? Harry Saltzman? Il est né à Sherbrooke. Canadien, c'est ça, oui. Il est né à Sherbrooke, environ à 160 km d'ici. Et il parlait bien français, c'est pour ça qu'il parlait bien français. Oui. Aucun accent. Parce que les Américains, le français, c'est pas toujours dire. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez faire comme film? Moi, j'ai vu votre film, je finance le film que vous voulez. Je dis la condition humaine. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est? Il y avait avec nous son avocat parisien, qui était aussi quelqu'un que je connaissais un peu, qui lui explique. Il a il a écouté attentivement, il a dit, il y a trop de Chinois là. Voilà, c'était arrêté là. Il me dit, non, on ne peut pas faire ça. Vous savez, à l'époque, la Chine n'était pas reconnue. Il n'existait pas, la Chine. Le monde entier, nous étions à 66, 67, et le seul de Gaulle avait reconnu la Chine. Bon, il me dit, mais je vous propose un autre scénario. Il y a un livre français qui s'appelle Un homme de trop, sur la résistance française. Lisez-le. Si ça vous intéresse, je vous le finance. Il m'a posé le livre, m'a donné le livre, et puis il est parti. J'ai lu le livre, ça m'intéressait beaucoup. Ça m'intéressait beaucoup parce que le film parlait pas vraiment. Il parlait des jeunes Français à qui on demandait, dans l'occupation, d'aller en Allemagne pour libérer des prisonniers français. Et la plupart des jeunes ne voulaient pas y aller. Et ils partaient dans la montagne avec les vieux fusils du père ou du grand-père, et ils étaient des maquisards en le voulant ou sans le vouloir, vraiment. Et peu à peu, naturellement, ils étaient approchés par des vrais maquisards, ils étaient des maquisards. Voilà, c'est cette vue-là qui m'intéressait, qui était un tout petit peu... Ils vivaient dans les montagnes, peut-être comme une vie des cow-boys, complètement, c'est ça. Des jeunes qui n'avaient rien à faire toute la journée, qui chassaient le lièvre ou la bécasse pour pouvoir manger. Et puis, voilà. Donc, c'est ça que j'ai voulu faire. On avait tous les moyens de le faire dans les meilleures conditions possibles. Le film sort, le flop total. Personne ne va le voir. Et les critiques sont épouvantables. Bon. Et pourtant... alors, il faut faire un saut en arrière. Quand j'ai fait
un coffre où on a restauré tous mes films, on a restauré celui-là. Il est passé à la télévision, il a fait une soirée énorme, des millions de spectateurs, des critiques formidables. Mais c'était trop tard. Parce que c'est ça, ouais. Mais c'est un très beau portrait de résistant. Et la résistance, on comprend l'esprit de camaraderie et en même temps les luttes internes à l'intérieur du groupe. Donc c'est très très fort. C'est inexplicable pourquoi les films marchent, pourquoi les films ne marchent pas. À un moment donné, ils marchent après. Enfin, ça, c'est le grand mystère. De toute façon, on peut se dire qu'on ne peut pas prévoir si un film marche ou pas. Voilà. Et donc, à nouveau, donc avec ce film-là, vous vous lancez dans un film choral où est-ce qu'on a beaucoup de personnages différents et on se retrouve loin du cinéma où on a juste un ou deux ou trois personnages et puis il y a peut-être des gens qui sont autour, qui gravitent au loin, mais vous donnez une importance prépondérante à vraiment beaucoup de personnages à la fois, comme dans Compartimentuaire. Ça devient un peu votre marque de commerce, un peu de Ce qui m'intéresse toujours dans les films, c'est de voir la vie de l'autre, la vie des personnages, d'avoir plusieurs personnages et de les entrecroiser, de voir qui sont, comment ils vivent, comment ils réagissent devant la difficulté ou devant la facilité, devant l'amour, etc. C'est ça qui m'intéressait surtout. Et il y a dans ces deux films, dans les autres films aussi, il y a cela, une sorte de multitude plutôt de personnages. Et de points de vue. Oui. Mm-hmm. Et donc, le film qui fonctionne pas du tout, vous, ça a dû vous donner un coup, j'imagine. Ça a été très difficile pour vous d'accepter ça. Comment est-ce que vous en êtes remis? Comment vous vous êtes remis de cet échec? Ah bon, c'est vraiment difficilement dans un échec, hein, parce qu'en plus, tout le monde vous regarde comme ça, il a eu tous les moyens, il a raté son film, c'est pas positif, on vous court pas après. Bon, il y a eu des moments passés difficiles, et je suis parti voir mes parents, en Grèce, ma famille, et en revenant, c'était quelques mois après, en revenant, mon frère, c'était un jeudi, un vendredi matin, m'a donné le livre, il m'a dit, lis ce livre, il est intéressant, c'est un ami à moi qui l'a écrit, on était dans l'armée ensemble. J'ai commencé à lire, je me méfiais beaucoup. Quand on me donnait des livres, on envoyait beaucoup de livres. Mais puis j'ai commencé à lire, et peu à peu, j'étais pris par l'histoire, d'autant plus qu'il s'agissait presque d'un polar en même temps. Et j'ai commencé à le lire, et je suis arrivé à Paris sans l'avoir fini, et je l'ai repris le lendemain, c'est un gros livre. Il avait fini samedi soir. Je trouvais ça formidable, parce que c'était un vrai assassinat politique d'un député qui était contre la guerre et que une certaine droite l'avait éliminé, etc. C'était M. Lambrakis. Voilà. C'était samedi. Dimanche matin, Georges Samprin, qui était un bon ami, on se voyait beaucoup à la campagne chez les montants, m'appelle, me dit qu'il y a juste passé un... Georges Samprin, pour que vous sachiez, est devenu donc le scénariste co-scénariste de plusieurs des films de Costa, et c'était un résistant espagnol important. Et il écrivait naturellement en français et en espagnol. Oui. Et il m'appelle à 6 h du matin, il me dit, vu ce qui est passé en Grèce? Je lui dis non, pas du tout. Il me dit, voilà, les militaires ont pris le pouvoir. On s'est rencontrés très vite. À midi, on s'est rencontrés aussi avec les montants, comme on le faisait souvent, avec ma femme et tout le monde, qu'il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on allait faire? J'ai dit, écoutez, moi, je passe par la tête, j'ai le livre, ça m'intéresse beaucoup, peut-être il faut faire ce livre. C'était Z. Et j'en parle à Georges, à part, je lui dis, voilà, est-ce que tu ferais le scénario avec moi? Il me dit, tout de suite. Voilà, c'est parti comme ça. J'étais voir les producteurs, qui étaient les artistes associés de mon film qui a été raté. J'en parle au président, qui était un type très sympathique, un Américain, franco-américain. Il me dit, Costa, tu ne vas pas faire ces films, c'est une catastrophe ce film, personne ne va s'intéresser dans ce député grec qui a été assassiné, qui veut... Écoutez, moi j'aimerais beaucoup le faire. En tout cas, essayez. Il m'a dit, écoutez, alors, je vous donne de l'argent pour payer les scénaristes, pas vous, et on lira le scénario. Alors, on a écrit dans un mois le scénario. On s'est isolé, on a écrit le scénario. Et je l'envoie à Elia, qui m'envoie, parce qu'il n'était pas à Paris, il était en voyage, il m'envoie une lettre, il me dit, c'est la catastrophe, tu ne peux pas faire ce film, tu vas être enterré comme metteur en scène pour toujours. Ben, je dis, je vais le faire quand même. Bon. Il me dit, nous, on ne le finance pas. On a commencé à chercher des Donc, vous n'avez pas de producteur, là? Non. On a commencé à chercher de l'argent, et aussi le lieu pour le tourner. Parce que c'est passé en Grèce, et en France,
Le sud de la France ne ressemble pas du tout à la... Et c'était impossible de tourner en Grèce, bien sûr, à cause des colonels. Et en Grèce, c'était impossible, bien sûr, à cause des colonels. Et on est arrivé au bout de presque d'un an, c'est trouvé une possibilité. J'appelle Jacques Perrin, qui avait accepté, tous les acteurs avaient accepté de participer dans le film. Et les financiers disaient non, il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas un personnage du début à la fin qui guide complètement ce qu'on voit en général dans les films. Oui. Enfin, il était contre anti-cinéma, disait-il. Et j'appelle Jacques Perrin, je lui dis d'abord, on n'a pas de lieu pour les tourner, et c'est très difficile, je crois que je vais l'abandonner. Il me dit, est-ce que tu connais Alger? Lui, il connaissait Alger. Je lui dis non. Il dit, allons voir, peut-être tu peux tourner là-bas, et peut-être que les Algériens peuvent s'intéresser. Voilà, on a été en Algérie, j'ai vu la ville, formidable. C'est exactement ça, Thessalonique. Et il a donné le livre, enfin le scénario à lire au ministre de l'Information qu'il connaissait, grâce à un ami metteur en scène qui s'appelle Lagdar Lamina, qui est aussi un metteur en scène important algérien. Et 24 heures après, il revient, il me dit, écoute, ils veulent qu'on fasse les films. Ils sont prêts pour qu'on les fasse ici. Ils peuvent pas nous donner d'argent, mais les techniciens, tout ce qu'il faut pour tourner. Toute l'infrastructure technique, ils pouvaient fournir toute l'infrastructure. Voilà. D'accord. On va regarder un extrait tout de suite. Je crois que tout le monde l'a vu, mais quand même, c'est bon de revoir. Vous voulez vous laver un peu? Merci beaucoup, ça va très bien. Asseyez-vous. J'attends vos révélations. Et je vous préviens qu'au bout, ça peut être l'inculpation pour faux témoignage et entrave à l'action de la justice. Je vous écoute. Voilà. Cette voiture attendait là, cachée par les policiers. Parlez-moi du moment où le triporteur a surgi. Il s'est détaché. Monsieur le directeur de la police! Monsieur l'inspecteur de la gendarmerie! Il voulait demander au général de faire dégager la place pour éviter les bagarres. Allez, venez. Les voilà encore. Qu'est-ce que vous attendez? J'ai vu arriver le triporteur. Attention! Le type à l'arrière était-il debout? A-t-il pu le frapper? Je ne peux pas l'affirmer. Ça s'est passé trop vite. Ensuite, il est tombé à genoux. C'était la confusion la plus totale. À genoux? Comment, sa tête n'a pas heurté la chaussée? Absolument pas. Il était à genoux, entouré par les manifestants qui arrivaient de partout. Et la police, elle, restait passive. Quel manifestant? Qui était près de lui? C'est impossible à dire. Nous l'avons dégagé. Et c'est alors qu'il s'est effondré. Remarquable. Et on va parler tout à l'heure des applaudissements que le film a générés à l'époque. Vous êtes entouré de techniciens créatifs extraordinaires. Raoul Coutard à la caméra, magnifique travail, et Françoise Bonneau au montage. Vraiment une équipe toute étoile, comme on peut dire. Vous avez réussi donc à transformer, à faire qu'on croit que Alger et Thessalonique, l'endroit où Lambrakis a été assassiné, le film est comme porté par la grâce. J'oublie un collaborateur important, Mikis Theodorakis, qui a signé la musique. Vous êtes, c'est comme si tous les astres s'étaient alignés pour que vous fassiez un film qui était qui allait frapper très très haut au niveau de la qualité du cinéma. Est-ce que vous saviez, alors que vous étiez en train de faire le film, que vous alliez préparer un chef-d'œuvre qui allait passer à l'histoire du cinéma? Mais non, je pensais qu'il fallait absolument faire ce film. J'étais encore plus encouragé par tous les acteurs qui avaient accepté de participer dans ce film. Mon temps dans le film, il est présent pour un film qui fait 2h10, 2h07, il est présent pendant 12 minutes seulement. Et tous les autres l'avaient accepté avec le même enthousiasme. Donc mon enthousiasme était là. Mais les difficultés faisaient qu'on était au bord de l'abandonner. Voilà. Alors grâce à l'Algérie, les Algériens, le film a été fait. Et après, il y avait des grandes difficultés. Le film sort et il ne marche pas au début. Les premières semaines, il marche très mal. Aujourd'hui, on l'aurait sorti, on l'aurait mis dans une petite salle. À l'époque, ils l'ont tenu encore.
grâce au l'exploitant, enfin, propriétaire de salle, qui m'a appelé un jour, il m'a dit, votre film ne marche pas, mais à la fin, les gens se lèvent et ils applaudissent. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça avant. Je l'ai maintenu, et le film, la deuxième semaine, a été à monter, et la troisième semaine davantage, ça a été joué à Paris pendant... Ça a pris feu très vite, comme on dit dans notre jargon personnel, et ça a été joué à Paris pendant 44 semaines, ça a été montré partout, etc. Voilà. C'est devenu un phénomène. On ne pouvait même pas imaginer cela. Avec Jacques Perrin, je vous dis, les premiers jours, on était en face du cinéma, on voyait les gens qui n'entraient pas, on sentait la catastrophe venir. Ça, c'est le miracle. C'est un miracle, mais le film est servi par des acteurs formidables. Jean-Louis Trintignant, lui aussi, au sommet de son art. Tout le monde, ils ont accepté. Et ça correspondait sûrement à un moment, à une sensibilité, à un moment très, très particulier. Ouais, il faut dire que pendant que vous faites la préparation du film, il y a mai 68. Il y a mai 68. Oui. Et ça... C'est ça. On était prêts à... On a vu Alger, le tournage, on était prêts à tourner. Et puis mai 68 arrive et on s'arrête. Parce qu'il y a la grève générale en France, on ne travaille pas. Voilà. Et puis, bon, la grève se termine et on retourne à Alger, on fait le film. Et lorsque le film sort... C'est important de préciser ça, parce que oui, c'est ça. Avec le temps, certains disent « Oh, il a fait le film après 68 ». Pas du tout, le film était prêt à se tourner avant 68. Mais enfin, on sentait quand même une certaine effervescence dans l'air. Il y avait des choses, d'abord contre le colonel grec, contre beaucoup de choses, et une chose assez curieuse, contre De Gaulle, 68. Et aujourd'hui, tout le monde dit De Gaulle, c'était le plus grand, le plus important. Ça montre un tout petit peu aussi la... Comment dirais-je ? Comment les gens peuvent changer d'avis. La mémoire sélective. Excellent. Et donc, le film, donc, à l'affiche pendant 44 semaines, les gens qui applaudissent à la fin des séances. Et évidemment, donc, Jacques Perrin, qui était un jeune producteur, c'était la première fois, le premier long métrage qu'il produisait. Donc, tout fonctionne très bien. Et donc, le film sort également aux États-Unis, où, là aussi, ça fonctionne très fort. Ah, ça fonctionne à fond. À fond, ça devient un phénomène pour les États-Unis. En plus, ils le voient... C'est assez étonnant pour un film politique, quand même, aux États-Unis, où il n'y a pas... Oui, et aussi avec beaucoup de dialogue. Et en plus, ils le voyaient sous-titré. On l'a doublé entre-temps en anglais, mais vous voyez partout sous-titré, et ça fait le tour du pays. Et c'était la surprise générale aussi, oui. Et donc, votre distributeur américain a joué ses cartes, évidemment, de façon à vous placer pour la course aux Oscars. Et évidemment, ça a donné un bon coup de pouce au film, puisque vous avez eu quoi, 5 nominations? 5 nominations et des Oscars, oui. Et voilà, donc vous avez gagné 2 Oscars, donc meilleur montage pour Françoise Bonneau et meilleur film en langue étrangère. Voilà, tout à fait. Et ensuite de ça, donc évidemment, il y a eu Cannes, où vous avez remporté, où Jean-Louis Trintignant a remporté le prix d'interprétation, et vous avez remporté le Grand Prix du jury, ou quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Donc là, vous êtes sur un nuage, j'imagine. Et les États-Unis, Hollywood, doivent déjà vous faire un appel du pied pour que vous traversiez l'Atlantique. Non, évidemment. Hollywood a fait toujours ça. Vous savez, Hollywood, on peut même dire qu'il a été créé par des metteurs en scène européens, surtout au début. On a commencé par Charlie Chaplin et toute une foule d'autres metteurs en scène qui venaient de l'Europe, soit parce qu'ils étaient persécutés en Europe centrale, parce qu'ils étaient juifs, soit d'autres que Hollywood faisait venir, comme beaucoup d'Anglais, parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient du talent. Donc, il y a eu des appels, il y a eu des propositions, etc. Mais moi, j'avais un autre projet en route, et je me méfiais beaucoup par cette facilité avec laquelle on passait d'un statut à un autre statut extraordinaire. D'un salaire à un autre salaire aussi extraordinaire. C'est la vérité. Et ça cache toujours quelque chose d'inquiétant, je trouve, quand ça devient aussi important. Bon. Donc, je suis resté en France, j'ai fait un film qui m'intéressait profondément, qui s'appelait L'Aveu, avec mon temps. Donc là, il faut peut-être replacer aussi dans l'époque. Pendant le tournage, pendant la préparation de Z, en fait, c'était le printemps de Prague. Et donc, au mois d'août, je crois, si je ne me trompe pas, il y a eu les tanks soviétiques du pacte de Varsovie, qui sont entrés dans Prague et puis qui ont détruit donc ce mouvement-là qui était dirigé par Alexandre Dubček. Il y a
donc Arthur London et sa femme, qui avaient écrit un livre donc, qui parlait des procès. C'est des Staliniens, voilà. Voilà, exactement. Et qu'est-ce qui vous a... est-ce qu'il y avait un lien avec, ce qui s'était passé en Tchécoslovaquie en 1968? Parce que là, vous faisiez un parallèle avec quelque chose qui était arrivé dans les années 50. Comment ça vous est venu, cette idée-là, de travailler sur les procès staliniens qui avaient eu lieu à Prague? Il faut remonter en avant, il faut remonter jusqu'à l'occupation. Après l'occupation, ma génération avait vécu l'Union soviétique et le communisme d'une autre manière. On les proposait un monde tout à fait différent du monde dans lequel nous vivions. Un monde égalitaire, un monde où tout irait mieux. Et c'est vrai que beaucoup de ma génération, ont suivi. Et arrivé à Paris aussi, j'ai vu autour de moi beaucoup de gens qui étaient membres du Parti communiste. Il faut penser que le Parti communiste en France à l'époque, il était aux alentours de 27-28%, c'est-à-dire presque un Français sur 3. Donc il y avait un espoir qui venait d'ailleurs face à nos sociétés occidentales qui étaient libres. Il y avait la démocratie, mais en même temps, il y avait les guerres coloniales, que ce soit. Et puis les dictatures, on met partout qui étaient justifiées. Donc, de l'autre côté, venait cette espèce de nouvel espoir. Et puis peu à peu, on a compris que... Bon, d'abord, cet espoir a utilisé nos meilleurs sentiments pour un monde meilleur. Et puis un jour, on a compris que ça n'était pas du tout ça. Qu'on était vraiment, comment je peux dire, un peu escroqué. Voilà. Et puis... Vous aviez été aveuglé, d'une certaine façon. Oui. Et puis, on voulait l'exprimer quelque part. Il y a eu des films anticommunistes, beaucoup en Amérique, mais ça n'avait pas de sens, ça n'expliquait pas de quoi il s'agissait. Et puis, pendant que le montage le faisait, un soir, on était chez des amis, chez François Zanou, je ne sais pas si les plus anciens se souviennent de cette actrice qui était une grande star. Et Claude Lanzmann parlait des livres extraordinaires d'un ancien ministre tchécoslovaque, juif tchécoslovaque, qui a passé par les procès et qui décrivait son aventure pendant les procès. Et c'était fascinant de l'entendre. Et le lendemain, j'ai acheté le livre, je le lis très vite, et je me suis dit, c'est formidable. Voilà. On peut dire ce qu'on pense sur ce monde qui nous a beaucoup attirés, plutôt aussi cette idéologie qui nous a beaucoup attirés, mais que finalement, ça n'était pas ce qu'il proposait. Voilà. J'ai lu le livre, j'en ai parlé à Saint-Proux, qui lui connaissait très bien, parce qu'il était un des chefs du Parti communiste espagnol pendant sa jeunesse, résistant français, mais communiste espagnol, il avait fui le parti, et je lui ai dit, voilà, ça m'intéresse. Et il m'a dit, moi aussi, faisons-le ensemble. Voilà. J'ai appelé mon temps qui travaillait à Los Angeles, je lui ai dit, voilà, on a un projet avec Georges, il s'agit de ceci, de cela. Il me dit, si vous faites le scénario tous les deux ensemble, moi je suis avec vous. Voilà, c'est parti comme ça. Et on a fait ce film, qui est un film dur. Oui, c'est un film dur, et en même temps, c'est un film qui est très lucide, et qui a dû être déchirant pour, je pense, pour le couple London, mais aussi pour vous et votre entourage d'une certaine façon, parce qu'en faisant ce film-là, vous n'alliez pas dans l'air du temps de tous les gens qui étaient à ce moment-là en France, justement, qui votaient pour le communisme et qui faisaient de l'aveuglement. Qui ne voulaient pas voir justement les travers de ces gouvernements-là. Non, d'abord, la France, d'une certaine manière, s'est divisée en deux. C'est que pour les films, c'était contre le film. Voilà. Et que nous, pour certains, on était les ennemis, les anticommunistes, le film allait être utilisé par l'extrême droite, etc. On disait on allait apporter de l'eau au moulin de l'adversaire, disaient-ils, les gens de gauche. Voilà, ça a été une vraie bataille. Bon, et puis le film a eu un très bon succès. Il y a eu beaucoup de discours, beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres en France, en Italie, essentiellement à tous les pays qui avaient un parti de gauche, un parti communiste. Voilà, parce qu'ils découvraient un autre monde que les militants communistes ne connaissaient pas. Du coup, ils étaient absolument atterrés de voir que ça pouvait se passer dans un pays auquel il avait mis beaucoup d'espoir. Parce que Arthur London, il décrit justement la torture, tout ce qu'il a vécu pour le forcer à avouer des crimes qu'il n'a pas commis, mais tout en restant communiste.
Non, c'est ça la force. Il a accepté de jouer ce jeu-là pour ne pas trahir l'idéologie. C'est ça, la force de l'histoire, l'intérêt de cette histoire, c'est que quelqu'un qui est vraiment profondément communiste, qui avait combattu Franco en Espagne, qui avait été, dont était par la suite résistant en France, rentrait chez lui en Tchécoslovaquie, il était ministre des Affaires étrangères, ou vice-ministre des Affaires étrangères. Donc, on le met en raison, on lui dit, il faut dire que ce qui se passe dans le pays, c'est-à-dire que le parti ne réussit pas à faire son politique parce que des ennemis extérieurs l'en empêchent. Et lui ont fait avouer à lui et à 13 autres qu'ils étaient des espions américains, sans lettres, pour sauver le parti, pour sauver le système communiste. Et ils ont avoué, après avoir été torturés psychologiquement et physiquement, les deux. Et peu à peu, ils ont tous accepté. C'est-à-dire, c'est comme, d'une certaine manière, si je veux faire le parallèle, on peut dire que les chrétiens qui se font manger par les lions, mais ils restent chrétiens parce qu'il faut sauver aussi la foi, etc. La foi est tellement profonde. Bon, et puis il s'aperçoit peu à peu que ça n'est pas du tout ça, ce dont il avait rêvé. Et il est libéré, ils sont tous exécutés, sauf lui et un autre. Et lui, il n'est pas exécuté parce que sa femme est mariée, et sa femme est la sœur d'un dirigeant communiste français, et finalement, il réussit à passer, il n'a pas été exécuté. Voilà. Et il écrit ce livre. C'est un livre qui est bouleversant, et d'après ce livre, j'ai fait le film. Donc, c'était un film qui avait, comment dirais-je, qui est tombé un tout petit peu comme une grosse pierre, dans cette espèce de mare comme ça, tranquille, où tout fonctionnait très très bien. Et donc, à l'époque, vous avez fait le film, Arthur London et sa femme sont toujours vivants. Est-ce que vous leur avez présenté le film? Est-ce qu'ils ont vu le film? Non, bien sûr, je lui dis Arthur... Parce que là, vous faisiez quelque chose qui est très spécial, parce que vous tourniez la vie, les moments extrêmement dramatiques dans la vie de quelqu'un qui est toujours vivant. Non, bien sûr, oui. C'était une responsabilité énorme. Mais je demandais quand même de me laisser la liberté de le faire comme je le voyais. Il m'a laissé la totale liberté. Il a eu le scénario, il a dit, je vais voir le film. Et on a fait une projection privée pour lui et sa femme. Et on était 3 ou 4, genre Seproun et Montand et Simon. Et la scène était très émouvante, je vais vous la raconter. Il était assis au premier rang comme cela. Et nous étions assis derrière. Et à la fin du film, il est resté là comme ça. Il ne bougeait pas. Je regardais autour de moi, je regardais Montand, ma femme. Ma femme m'a dit, ne t'inquiète pas. Et bon, enfin, je me suis levé, et je suis venu devant eux, il était en train de pleurer. Il s'est levé, il a pensé Montand, il a pensé Seproun, il a pensé moi, il a dit, voilà, vous avez fait ça. Je me sens justifié d'avoir fait ces livres pour lesquels, c'est vrai qu'il a été vraiment, il n'était pas très aimé pour avoir écrit ce livre à beaucoup de monde. Voilà, c'était une relation qui a continué pendant des années après, jusqu'à sa mort, très, 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 très proche, très amicale. Yves Montand qui a perdu beaucoup de kilos parce qu'il s'est métamorphosé physiquement pour faire ce film, c'est assez remarquable. Et je crois que vous avez... le film a été un succès. Oui. Il est un succès et le film, évidemment, n'a pas pu être présenté en Tchécoslovaquie à l'époque. Non. Des années après, quand Václav Havel il était candidat pour la présidence, il nous a appelés, il m'a appelé pour pouvoir présenter le film. On l'a présenté là-bas. Vous êtes allé avec Yves Montand et avec les acteurs et tout? Oui, d'accord. Et comment les gens ont accueilli le film là-bas? C'était la grande émotion, parce qu'eux aussi, ils découvraient une situation avec des images, ce qu'ils avaient lu soit dans la presse, soit ce dont ils avaient entendu parler. Donc, vous savez, la force du cinéma, c'est ça aussi. Quand un film réussit à toucher les gens, c'est très fort, parce qu'on reconstitue complètement ce qui s'est passé, en grande partie, naturellement. Très bien. Par la suite, donc, vous faites un film qui s'appelle État de siège, qui est un film aussi, je crois que c'est le premier film que j'ai vu de vous. De toi, pardon. Donc, État de siège, où là, on change complètement
de perspective politique. Et là, on va en Amérique du Sud, chez les Tupamaros. Comment vous est venue cette idée-là de travailler sur les mouvements révolutionnaires en Amérique du Sud? C'est très complexe le choix des films. Alors, ouais. On dit que j'ai fait des films politiques. On dit aussi, donne l'impression, à résumer les films comme ça en 3 phrases, que j'ai un programme de faire des films politiques. Chaque film naît d'une manière différente. Alors, pour parler d'état de siège, alors ça naît d'une manière encore plus complexe, parce que je voulais faire un film en Grèce sur l'intervention américaine après la guerre civile. Les Américains sont venus, ils ont dirigé le pays complètement comme ça. Et ça qui m'intéressait. Et puis celui qui a dirigé le pays à cette époque-là, c'est-à-dire fin des années 49-50, c'était un ambassadeur américain qui s'appelait Purifoy, qui après la Grèce, après avoir installé un régime très très conservateur en Grèce, avec la famille royale, il a été, figurez-vous, au Guatemala. Au Guatemala, depuis Purifoy au Guatemala, le Guatemala n'a que dictature. Depuis 1956 et jusqu'à aujourd'hui, il y a en permanence des dictatures sans jamais passer. Donc je m'intéressais à ces personnages. Et je suis allé voir en Amérique latine où il est passé et prendre de l'enseignement. Il était aussi à quelle autre ville, je crois que ça... Bref, il a été 2 fois. Et j'ai rencontré des gens et je me suis aperçu très vite, un peu partout, sur le Mexique, à Saint-Domingue, que l'intervention américaine était tout à fait différente. Ce n'était plus le système Purifoy. Il y avait un nouveau système très moderne qui était... Alors il y avait 2 nouveaux conseillers, 2 nouveaux ambassadeurs. Un d'entre eux, célèbre, s'appelait Mitrione, et il avait été arrivé et dirigeait la police et l'État d'une certaine manière en Uruguay. Je suis allé en Uruguay et j'ai découvert qu'il y avait une nouvelle façon de travailler des Américains. Voilà. Donc je suis quitté Purifoy et je suis allé avec Mitrione. Et c'est comme ça que l'état de siège est né. Et en même temps, vous avez fait Mitrione, pourquoi? Parce qu'il a été arrêté par les Tupamaros, qui étaient des jeunes révolutionnaires de gauche, et il a été exécuté par eux parce qu'ils ont voulu faire libérer quelqu'un pour libérer Mitrione, et comme les autres s'en fichaient de Mitrione, et ils ont voulu faire un échange de prisonniers. Oui, ils n'ont pas fait d'échange, et bien tout pas mal, ils ont exécuté. Et c'était, à mon avis, aussi la fin, à cause de la violence, cette violence, du mouvement Tupamaros. Donc, tous ces éléments-là étaient très intéressants pour moi, parce que vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup de mouvements des gauches, des gauchistes, comme ça, des révolutionnaires, et le passage à la violence m'avait paru déterminant pour la fin de leur mouvement. Voilà. C'est comme ça que le film est né. Et donc, vous avez dû faire un travail important. À nouveau, là, vous faites le portrait de quelqu'un qui a réellement existé. C'est qui ce Dan Mitrione? Comment approcher ce personnage-là, qui est un personnage de salaud, disons-le, hein, parce que c'est quelqu'un qui a bousillé la vie de beaucoup de gens dans le monde et qui se retrouve être le personnage principal de votre film. Et on doit, d'une certaine façon, on ne peut pas détester le personnage central d'un film du début à la fin, on doit l'humaniser. Comment vous avez réussi ça? Non, moi, évidemment, il y a les bons et les méchants, surtout au cinéma. Moi, je voyais ce personnage très convaincu pour ce qu'il faisait, parce qu'il voulait sauver, c'est-à-dire qu'il intervenait pour en finir avec les mouvements d'extrême gauche et les révolutionnaires d'Amérique latine, parce qu'il voyait il voyait un moyen de sauvegarder la société à laquelle il appartenait, c'est-à-dire les conservateurs américains, bien sûr, parce qu'il y avait beaucoup d'intérêt en Amérique latine, mais aussi les conservateurs locaux, qui le suivaient complètement, qui l'avaient accepté et qui lui avaient donné beaucoup de pouvoir. Donc c'était un personnage cohérent pour moi. Il faisait un travail sale, mais il le faisait pour des raisons auxquelles il était convaincu, pour sauver un type de société. Voilà ce qui m'intéressait. Et je demandais de faire ce rôle à Montand. On l'a fait avec Montand, il a accepté, et on a fait comme cela. Donc il y a même une longue scène avec un Tupamaros avec qui il discute, et chacun explique sa façon de voir le monde, sa façon de... Voilà. Et ça, le clash arrive là. Et finalement, il sait très vite, parce qu'il connaît sa société, Mitrione, il sait très vite, et il dit à ses joailliers, ils vont m'exécuter, et ça va être très mauvais pour vous. Mais il exécute quand même, et l'histoire se passe comme cela. C'est cette espèce de complexité
qui m'avait beaucoup intéressé dans cette histoire. C'est vrai que moi, je ne crois pas du tout qu'on peut sauver le monde comme le voulait Mitrione, en faisant des polices excessives qui torturent, qui mettent en prison n'importe qui réduisent la démocratie. Mais c'est quand même une croyance. Et ces croyances-là, il faut les en tenir compte, il faut essayer de comprendre. Oui, exactement. D'une certaine façon, État de siège est un peu le cousin de Missing que vous allez faire plus tard. Il y a des liens quand même entre ces deux films-là d'une certaine façon. Vous pensez pas? D'une certaine manière, parce que j'ai connu bien l'Amérique latine, je parle l'espagnol, et j'ai rencontré aussi Allende et le monde autour d'Allende. C'est d'ailleurs Salvador Allende qui vous a invité pour tourner État de siège au Chili. C'est ça, parce qu'on ne pouvait pas tourner ailleurs l'état de siège qu'au Chili. Et je suis allé là-bas, j'ai vu Allende, et il a dit non, vous pouvez tourner ici, faites ce que vous voulez, vous avez toute la liberté. Voilà. Et je l'ai connu, je suis vu par la suite, j'étais allé voir, et j'ai découvert que ce n'était pas du tout ce qu'on lui reprochait dans notre monde occidental. On disait qu'il veut instaurer un régime communiste comme à Cuba. Il me l'a dit par 2 ou 3 fois que je l'ai rencontré. Il m'a dit pas du tout. Moi, je fais une démocratie comme vous en avez en France, comme il y a en Angleterre, comme il y a ailleurs. Voilà ce qui m'intéresse ici. Et si je nationalise de grosses sociétés qui font des bénéfices énormes, qui ne nous rendent aucun, pas un sou des bénéfices, voilà, c'est ça que je vais changer à mon pays. Bon, finalement, le monde occidental n'a pas accepté, le monde américain non plus, et surtout le monde américain. Et je gardais un souvenir formidable pour ce personnage et son entourage, en tout cas une grande partie. Et quand j'avais affaire Missing, quand on m'a envoyé l'histoire d'un jeune Américain qui est au Chili, pendant cette période-là, et pendant le putsch, il disparaît, son père va le chercher, je me suis dit, je vais le faire. C'est un tout petit peu un hommage pour Allende et le monde autour de lui. Et c'était aussi une façon de parler de la dictature de Pinochet. Et aussi, et surtout, à mon avis, d'un Américain conservateur, qui était M. Foreman, qui va furieux au Chili parce que son fils ne devait pas y être à cette période. Il n'avait pas se mêler de tout cela. Il déteste son fils d'une certaine manière. Et il arrive sur place quelques jours après le putsch de Pinochet pour connaître. 11 septembre 1973. Exactement. L'autre Pour trouver son fils qui est disparu. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il voit tout le monde. Il se balade partout. Et il voit les horreurs qui se font, mais il ferme les yeux. Et puis il s'aperçoit très vite que l'ambassadeur américain lui raconte des histoires. Et que son fils est vivant, qu'il est parti peut-être avec des révolutionnaires, enfin toutes sortes d'histoires. Et il voit que son pays auquel il croit fermement, il fait des choses au Chili qui ne sont pas acceptables. Voilà. C'est de ça qui m'intéressait beaucoup aussi à cette histoire. On va regarder. C'est une vraie histoire, n'est-ce pas? Complètement vrai. Oui. Et j'ai vu le personnage de M. Holman et il m'a raconté son histoire. C'est un personnage très intéressant d'ailleurs. Les autorités chiliennes, enfin, Pinochet, et puis les autorités américaines, ambassades, consulats, ils savent que le fils est exécuté. Mais ils le laissent balader partout pour chercher, pour dire voilà, vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé, mais nous, on n'y est pour rien. Voilà. Et cet homme-là, il va parler à ce stade où il y a tous les prisonniers politiques chiliens, et il parle tout le temps, ne sachant pas que son fils est déjà tué. Voilà. C'est vraiment troublant comme histoire d'assister à la quête de ce père, de cet Américain moyen, un Américain tout à fait ordinaire, qui débarque donc dans le Chili post-coup et qui tente de retrouver son fils et qui n'y arrive pas. Il se heurte à des portes closes et surtout à l'administration américaine sur place qu'on sent qu'ils sont de mèche avec les militaires. Et là, pour interpréter Ed Orman, vous êtes allé chercher un acteur, mais tout à fait improbable pour ce rôle-là. Jack Lemmon, qui est quand même un abonné des comédies légères des années 50-60. Et c'est de le mettre... pourquoi vous avez choisi cet acteur-là en particulier? Parce que je l'aimais beaucoup comme acteur, parce que je pense aussi souvent que si on demande à un acteur qui est classé, on classe beaucoup au cinéma, beaucoup plus en Amérique, classé comique, et s'il a envie de travailler, de faire ce rôle dramatique, il peut être excellent. D'ailleurs, j'en ai inventé parce que
Jack Lemmon, il avait fait un film qui s'appelait La Garçonnière, qui est une comédie, mais pour lui, il joue, c'est un drame, complètement une tragédie pour lui. Il est obligé de prêter sa garçonnière pour ses patrons, pour avoir des histoires sexuelles. Je pense que le titre original, c'est The Apartment, c'est ça? The Apartment, oui, The Apartment. Et puis un autre film qui s'appelait Save the Tiger, qui est aussi un très beau film où il était assez dramatique. Voilà, ça me paraissait évident. Et alors, il y a eu une réunion pour parler du casting du film, très vite, après avoir lu le scénario, l'Universal, ils aimaient beaucoup. Et ils disent alors, Costa, qui vous voulez? Je dis Jack Lemmon. Ça jetait un froid glacial. Et puis le patron, il me dit, on fait un film comique? J'ai dit non, j'essaie de lui expliquer. Il dit non, il faut trouver quelqu'un d'autre. Ben, il m'a dit, je vous propose un tel, il m'a fait une liste d'acteurs. J'ai dit non, moi je ne vois que lui. Parce que il vous avait proposé Gene Hackman, je crois. Gene Hackman. J'ai dit, Gene Hackman, quand il a une réunion avec l'ambassadeur et qu'il sent que l'ambassadeur lui ment, il va lui casser la gueule. Il me faut un homme comme ça, très petit bourgeois comme ça, qui croit à son pays et tout, qui va être soumis. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec Jack Lemmon. Et voilà, bon, il y a eu beaucoup de discussions, et finalement, grâce au producteur aussi, parce que j'insistais beaucoup, et ils ont dit, bon, prends Jack Lemmon, on va voir. Mais ils étaient assez effrayés, il faut dire. Et Jack Lemmon, de quelle manière vous l'avez approché? Parce que c'est, même pour lui, ça devait être assez effrayant de jouer dans un film comme ça. C'est tellement pas son registre que ça n'a pas dû être facile de le convaincre. Ou encore, il est intéressé par le rôle tout de suite? Jack Lemmon a fait quelque chose que jamais je n'ai eu avant ou après. On lui a envoyé des scénarios, et je me suis dit, c'était la veille des fêtes, j'ai dit, je vais aller à Paris, passer les fêtes avec ma famille, et je vais revenir. 2 jours après, sa secrétaire appelle ma secrétaire, et dit, monsieur Jack, vous voulez voir Costa? Je dis, c'est pas pour refuser, parce que sinon, ça passe par l'agent. Et bon, je vais les voir. Il m'accueille, et il me dit, je commence à lui expliquer son personnage, il m'arrête, il me dit, tu dis, je fais. Comme ça. C'est resté comme ça jusqu'au bout. Oui, carrément. On a parlé d'autres choses, il m'a dit, j'accepte, j'aime beaucoup ce rôle, il ne faut pas me dire maintenant ce que je dois faire, mais au tournage, et pendant le tournage, c'est passé complètement comme ça. Et c'était vraiment un plaisir de travailler avec lui, parce qu'il était coopérant à tout moment. Et il suffit de vous dire que Jack, dans ses films, si vous les voyez encore, il fait des gestes comme ça, beaucoup. Il est très ému. Ce qu'on dit au cinéma, il en fait un peu, surtout comme pour les comédies. Et les premiers jours de tournage, je l'ai approché, je lui dis, ne faites rien. Il m'a regardé comme ça avec méfiance, il m'a dit, rien? Je dis rien, vous écoutez. C'est passé comme ça jusqu'au bout. Et au bout d'un moment, il m'a regardé comme ça, je lui dis, c'est Jacques. Non, c'était succulent, c'était vraiment un grand plaisir de travailler avec lui. Et Sissy Spacek, qui jouait donc la femme de son fils, qui ont une relation vraiment assez trouble, puisqu'au départ, ils se détestent les deux, et ils doivent apprendre à travailler ensemble, d'une certaine façon, de développer une complicité pour pouvoir être efficaces et réussir à trouver le fils en question. Et c'est vraiment un film qui est extrêmement touchant. Et là, on est vraiment... vous tournez avec des moyens hollywoodiens. Là. Je veux dire, il y a des scènes à très grand déploiement. On le voit dans le stade où il y a énormément de figuration. Il y a beaucoup de scènes où on voit des cadavres qui jonchent les rues de Santiago, des séquences avec des hélicoptères à Viña del Mar, tout ça. Donc, il y a vraiment énormément de moyens. Et là, on sent que on vous donne tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous exprimer pleinement, et vous saisissez ces outils-là pour les mettre à plein escient au service de votre film. Oui, parce que, vous savez, dans un film américain, à partir du moment où la compagnie accepte le sujet, accepte ce projet-là, les portes s'ouvrent, pas les portes, c'est surtout les fauteuils, les portefeuilles s'ouvrent. Les goussets. Et on peut faire exactement ce qu'on veut. Non, il y a eu un problème quand même. Il nous fallait des tanks. Et puis, les Mexicains ne voulaient pas nous donner nos tanks. Le film a été tourné à Mexico. Hein. Oui. Et puis, ils nous ont envoyé les tanks américains jusqu'à la frontière. Et puis, les Mexicains les ont interdit d'entrer. Du coup, des tanks américains chez nous, jamais. Problème. Alors, j'ai vu avec mes techniciens du studio, et à quelques jours, ils ont construit un tank en bois.
En bois? OK. En bois, entièrement. On les voit passer, quand on regarde le film, on les voit passer. Mais si vous passez de l'autre côté, vous voyez des techniciens qui courent comme ça. Bon, on connaît... on connaît... Et donc, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, c'est un film hollywoodien, mais on le voit dans la séquence qu'on vient de voir, on laisse quand même le temps s'étirer un petit peu. On n'est pas obsédé par l'esprit de la coupe et d'accélérer le rythme à tout prix. On laisse le film respirer. Et vous avez réussi vraiment à garder le plein contrôle sur votre film. Est-ce que c'est parce que vous avez fait le montage du film à Paris? Est-ce que vous pensez que si vous aviez fait le film entièrement à Hollywood, en restant là-bas, ça aurait été différent? Vous n'auriez pas eu la même liberté? Comment ça s'est passé pour vous? Non, je demandais de faire ce qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire le film se termine, après on le monte, on le sonorise, on fait de la musique, etc. Je dis, on va le faire à Paris. Et ça, beaucoup aussi grâce à ma femme qui connaissait un peu la situation de Los Angeles. On fait souvent référence à sa femme, et je voudrais juste vous dire que Michel Rey-Gavras, qui est aussi la productrice de beaucoup des films de Cossa, est ici, donc dans la salle juste ici. Voilà. Et donc, je fais là. Mais si vous voulez, le montage, c'est quoi le montage? Le montage, c'est fait déjà au scénario, quand on écrit le scénario. Et puis on fait les montages déjà quand on tourne un film. Chaque plan que nous faisons, un film fait plusieurs plans, des centaines de plans, on pense déjà au montage. Et après, on réunit tous ces plans-là, les uns après les autres, dans une salle, qu'on travaille avec les monteurs, dans ce cas-là, la monteuse, qui était Françoise Bonneau, et on fait le film. C'est-à-dire, on réécrit le film au montage. Et on essaie d'être aussi près que possible au scénario qu'on a écrit initialement. Voilà. Alors, c'est vrai que être à Paris, faire la post-production à Paris, pourquoi? Parce que si on est à Los Angeles, on est très bien traité. On a tout ce qu'on peut, la villa, etc. Mais le samedi et le dimanche, les exécutifs de la compagnie viennent au montage. Ils disent qu'est-ce que tu as fait, on ne peut pas ne pas le montrer. Alors on leur montre. Le deuxième dimanche, ils viennent de nouveau. Le deuxième week-end, ils reviennent. Ils disent, mais là c'est très bien, mais dis donc, si tu changeais ceci ou comme cela. Et puis au fur et à mesure des samedis et des dimanches qui viennent, les exigences deviennent de plus en plus importantes. Parce qu'on va raconter. Et on ne peut pas refuser tout le temps. On refuse une fois, deux fois, trois fois, et puis on devient le méchant. Enfin, on finit par accepter. Décevoir. Des tensions permanentes. On travaille toute la semaine avec ces tensions permanentes. Qu'est-ce qu'ils vont dire la semaine prochaine? C'est ce que m'ont raconté des collègues américains. Donc c'était ce qu'on racontait à Michel aussi. Et donc c'était ça. C'était à Paris, ils viennent quand il y a un premier montage. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ils sont très contents de venir à Paris. Ils étaient très contents de venir à Paris avec leur femme, sa compagnie payée. Et on faisait des bons dîners. Les dames faisaient des achats. Ils voyaient le montage, ils faisaient leurs réflexions et ils partaient. Et moi, je changeais ou je ne changeais pas, selon. Mais en fait, c'était pas tout à fait la même chose. Donc, ça vous donnait quand même une plus grande liberté d'esprit, d'une certaine façon. Oui, ça fait une tranquillité. On faisait le film, et quand le film était définitivement monté, je le rapportais là-bas sur place. Et en général, il n'y avait pas de grandes discussions, de grands changements à faire, parce que moi, je crois qu'au montage, puisqu'on écrit là le film, il faut être vraiment le plus serré possible. Il faut être à un niveau, au niveau plutôt, auquel les spectateurs vont le voir. Et je suis le premier spectateur, parce que c'est ça le metteur en scène aussi. Et il faut que ça soit comme je l'aime moi. Et donc, Missing sort. Il sort d'abord aux États-Unis? Il sort aux États-Unis. Et Universal décide de faire la première à Washington même. Il y a une salle pleine, avec plein de gens, très curieux, parce qu'on avait beaucoup parlé du film, et ils connaissaient aussi l'histoire de les Horman, parce que Madame Horman, la femme de la victime, avait fait beaucoup de démarches pour savoir exactement ce qui s'est passé, comment son mari a été exécuté. Et donc c'était très connu. Et à la fin de la projection, c'était assez amusant parce qu'une partie de la salle sortait souriant, comme ça, on avait les cocktails, qui a l'habitude, et puis une autre partie sortait furieux, comme ça. Voilà. Et le lendemain, le State Department a fait une déclaration de 4-5 pages en disant que nous avons fait la même recherche que M. Costa-Gavras, nous n'avons pas abouti au même résultat, et que tout ça dans le film est complètement faux, etc. Une position officielle complètement, c'est très rare. Par rapport à un film de fiction
Mais ça n'a pas empêché les films de marcher, ça n'a pas d'avoir une très bonne critique, d'être bien et d'avoir des... C'était un très grand succès, je me rappelle l'avoir vu en salle à l'époque. Et le film, donc, a des nominations aux Oscars, vous allez remporter des prix à Cannes, Jack Lemmon va gagner l'Oscar du meilleur acteur, il va gagner le prix d'interprétation à Cannes également. Je crois que vous gagnez Palme d'Or à Cannes avec ça? Palme d'Or. Donc déjà, wow, c'est comme... le film va vraiment faire le tour du monde et raconter justement le coup d'État au Chili à travers une histoire qui est bouleversante et qui va vraiment réussir à toucher les gens. Et je pense même des gens qui, après ma mort, avaient très peu de sympathie pour les gens qui étaient du côté d'Allende, du côté du gouvernement démocratiquement élu, qui ont été renversés par le gouvernement Pinochet. Donc ça c'est déjà quelque chose qui est assez remarquable. Vous avez réussi à faire réfléchir les gens par rapport à cette position-là. Si on avance encore un peu dans le temps, votre film suivant est un film qui est particulier à l'intérieur de votre cinématographie. Ça va être, je crois, le premier film qui va être produit par KG Productions. Est-ce que je me trompe, Michel? Anaka? C'est votre premier film produit. C'est ça. Donc, vous allez prendre le contrôle de vos moyens de production entièrement, donc avec la société que vous avez formée, et vous allez tourner un film délicat, disons-le, sur les relations israélo-palestiniennes. Ça s'appelle Anaka. Vous avez tourné ça en 1983 avec deux acteurs fabuleux, Jill Clayburgh et Gabriel Byrne. Et donc, c'est l'histoire d'une avocate américaine qui, et Jean-Yann, pardon, j'avais oublié aussi, qui, après avoir vécu un peu à Paris, décide d'aller vivre en Israël. Et là, il y a toute une histoire juridique qui se passe avec elle, où elle est donc confrontée aux deux côtés de la frontière, aux deux côtés de la médaille, d'une certaine façon. Est-ce que c'était... pourquoi aller tenter de décrire ce qui se passait dans cette région-là du monde, quand on sait à quel point c'est extrêmement délicat et très peu de gens osent toucher à un sujet qui est aussi brûlant? Non, en fait, ce film est né comme tous les films, je disais, d'une manière tout à fait particulière. C'est pour ça que j'ai écrit un livre, d'ailleurs, une sorte de livre biographique. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Non, mais je vais en parler. Comment les films sont nés. Les films, ce sont des passions qui durent ce qui dure, un moment. Sinon, on ne peut pas faire... Enfin, moi, je ne peux pas faire des films s'il y a une sorte de passion. Donc, celui-là était tout à fait à part des autres. Parce qu'un jour, je reçois la demande d'une jeune femme qui veut absolument me voir, une jeune palestinienne. Dit son nom. Je demande à un ami journaliste, est-ce que tu connais cette famille? Il paraît que c'est une grande famille palestinienne qui ne vivait pas en Palestine, d'ailleurs, qui vivait ailleurs. Il me dit, oui, c'est une grande famille, des gens très sérieux, ils vivent à Londres, un peu partout. Alors je l'ai reçu. Et il me dit, voilà, pourquoi vous ne faites pas un film sur nous, sur la Palestine? Moi, c'était les sujets tabous auxquels on ne touchait pas. C'est pas d'abord même aujourd'hui. C'était à l'époque on considérait que tous les Palestiniens étaient terroristes. Et voilà, j'ai dit, écoutez, je suis très pris en ce moment. Je travaillais en effet avec un écrivain italien, Franco Solinas, sur un sujet très très personnel, sur nos femmes, comme ça. Arrivé à un âge où on voulait parler de notre vie d'homme et leur vie de femme. Comment on pouvait tout ça. C'était difficile, mais on travaillait. Et puis, j'étais à Paris, et je vais à Rome pour travailler avec lui. Et qui on trouve là-bas? Elle. Il ne savait pas qu'on travaillait ensemble. Elle a été voir Franco Solinas, lui dit, pourquoi vous n'avez pas fait un film sur nous? Parce que Solinas, il avait fait un film extraordinaire qui s'appelait La bataille d'Alger. Oui, de Gillot, Corbeau, etc. Et puis on se voit tous les deux, on se dit, écoutez, nous on travaille sur autre chose, on ne peut pas pour le moment. Elle est partie très gentiment. Elle me dit, je vais vous envoyer le document. Je vous ai envoyé le document, on l'a su, elle, lui et moi. 6 mois après, elle revient. À moi. Elle me dit, alors, est-ce que vous avez lu le document? Je dis, oui, mais vous savez, on travaille toujours, etc. J'essayais toujours de repousser cette idée-là, et ça a duré 2 ans. Elle est revenue régulièrement, chez moi et là-bas. Et puis un jour, on a dit avec Franco, il dit, écoutez, allons voir ce qui se passe en Israël. Parce que c'est vrai que c'était des grandes tensions et tout. On a été en Israël, j'avais un grand ami journaliste israélien, et il nous a conduits partout. Il nous a conduits partout, on a vu des choses, on s'est baladé partout très facilement.
Et à un moment donné, il me dit, il y a des maires palestiniens qui veulent vous rencontrer. Il fait une réunion, il y a six maires palestiniens des différentes villes qui nous rencontrent. Et je découvre déjà, tout ce qu'on a découvert jusque-là, c'est des gens qui voulaient la paix. En tout cas, ils déclaraient qu'ils n'avaient aucune idée ou envie de s'attaquer en Israël et de détruire l'Israël. C'est cette idée-là qui était très répandue en Europe. Et on a vu ces six maires qui avaient le même langage, en disant faites quelque chose. Voilà. Et l'ami israélien, les journalistes, il dit mais pourquoi vous n'essayez pas de faire quelque chose? Voilà. Il nous a présenté beaucoup de gens, des Israéliens aussi, et ils nous disaient tous la même chose. Enfin, en tout cas, les Israéliens qui nous ont présentés. Voilà. On est rentré, on a commencé à travailler avec ce Franco, et on a trouvé une ligne. C'est comme ça que le film s'est fait. Et que l'Universal, avec qui j'avais des relations toujours à cause du missile, ils ont accepté de coproduire, ils ont financé à partir du film. Mais évidemment, le film par la suite, et Gilles Claybourg et les acteurs français ont accepté de le faire. Et le film n'a pas eu de succès. Le film a été un tout petit peu marginalisé complètement. Mais je suis très très content d'avoir fait ce film parce que le film a été. L'idée du film essentielle, c'était que les Palestiniens, finalement, doivent avoir aussi leur État. Et dans le film, c'est fait à travers d'un Palestinien qui vient et qui demande qu'on nous reconstitue la maison de sa famille. Et à l'époque, personne ne parlait d'État palestinien, mais depuis Isaac Rabin, qui a été assassiné, peut-être vous savez, qui avait aussi cette idée-là, qui a lancé cette idée d'État palestinien. Tout le monde parlait d'État palestinien, et ça ne se réalise pas, mais en tout cas, l'idée, c'est tout le monde, et qu'un jour, il faut un État palestinien. C'est que le film suggérait, si vous voulez, d'une certaine manière, parce que c'est une chose absolument évidente. évidente. Et je crois que votre distributeur américain n'a pas fait des grands efforts pour pousser le film non plus. Et donc, le film n'a pas eu le succès qu'il aurait pu avoir, d'après moi, parce que le film a une très belle qualité. Donc, j'ai oublié de consulter ma montre pendant tout ce temps-là et je vois que le temps file à très, très grande vitesse. Je fais 20 films. Si on continue comme ça, on a pour Non, mais là, j'en ai sauté quelques-uns quand même. J'en ai sauté quelques-uns, tout à fait. Mais comme je sais que le temps presse, j'aurais voulu parler évidemment de Music Box, qui est un film que j'adore, et de beaucoup d'autres films. Mais comme le temps nous presse, j'aimerais ça qu'on passe peut-être tout de suite au film que vous avez présenté hier soir, qui est votre plus récent film. Et j'espère que ce ne sera pas le dernier, qui est un film que j'ai adoré, qui est tout à fait remarquable à plusieurs égards. Et ça va peut-être nous amener à parler de votre relation avec la Grèce, puisque évidemment, là, vous revenez, vous faites un premier vrai film grec qui parle de la situation et qui parle aussi de la situation en Europe. Comment est né, d'où vient la genèse, quelle est la genèse de ce projet-là? Il est né aussi d'une manière très particulière. Voilà, c'était quelle année? En 2007, j'ai dîné avec l'ambassadeur de Chypre, et comme d'habitude, je demande qu'est-ce qui se passe en Grèce, qu'est-ce qui se passe en Chypre. Il me dit, en Grèce, ça va très mal. Et il n'y avait pas de crise, hein, rien, c'était de la tranquillité. La crise a commencé 2 ans après, 1 an et demi après. Il me dit, mais la Grèce va à la catastrophe. Je lui dis, mais comment? Et il m'explique exactement ce qu'il allait passer dans les 10 années à venir en Grèce. Il me dit, la dette est colossale. Les partis socialistes et les partis de droite ont laissé la dette monter comme ça parce que ça faisait plaisir à leurs électeurs, parce qu'ils ont engagé beaucoup de gens sans avoir à les payer, donc la dette a augmenté, devenu énorme. Il me dit, pour jamais la payer, et il faut falloir que le peuple souffre pour qu'on mette. Bon, je dis, il exagère un peu, mais je ne voyais pas les signes qui arrivaient. Et puis dès que la catastrophe Lehman Brothers est arrivée à New York, immédiatement a commencé la crise grecque. C'est-à-dire qu'on a vu dans quelques semaines l'Europe lui tomber dessus, demandant de rembourser ses dettes qui étaient de 327 milliards d'euros, c'est-à-dire un peu plus de dollars. Un peu plus. Et évidemment, les pays étant petits pour payer ça, c'était impossible. Et on a commencé à baisser les salaires, on a commencé à fermer
parce que les salaires baissaient, tout d'un coup, les gens n'avaient pas de quoi acheter des choses, les magasins fermés, les chômages augmentaient terriblement, les jeunes ont commencé à partir. Il suffit de vous dire qu'en 5 ans, il est parti 500 000 personnes de Grèce, c'est un pays de 10 millions d'habitants. Et ce qui continue d'ailleurs. Tout ça. Et donc, je me dis, voilà, là, il y a quelque chose de surprenant, parce que, parallèlement, on voyait l'Europe, au lieu d'essayer de trouver des solutions pour aider, pour que le peuple ne souffre pas, pour que le pays ne tombe pas dans une telle catastrophe sociale et économique, l'Europe insistait et disait, non, il faut payer la dette, il faut payer la dette. Bon, ça m'a beaucoup intéressé, mais je ne voyais pas comment. Et puis, il y a les mouvements de gauche radicale, qui a pris le pouvoir, Syriza. Et ils ont promis des choses extraordinaires. Je me dis, tiens, quelque chose va changer. Et rien n'a changé. Et Syriza, à un moment donné, il a dit, voilà, on ne s'en sort pas, on va faire un référendum. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a vu le film, mais faire un référendum. Il faut un référendum, et le peuple dit non à l'Europe. Il faut tenir. Il faut trouver une solution plutôt pour que cette dette-là change, pour qu'il devienne autre chose, sans trop savoir quoi. Et finalement, le Premier ministre l'accepte, le dictat de l'Europe, tandis qu'un ministre s'en va. Le seul, le ministre de l'économie qui avait négocié tout cela. Je me dis, c'est curieux ces personnages-là qui s'en vont, je vais les rencontrer. Je les rencontre, Varoufakis, qui avait écrit d'autres livres que j'ai lus entre-temps, sur l'économie mondiale et grecque, et il m'explique exactement comment se passait dans les réunions qu'il faisait en Europe, où il y avait... À Bruxelles, notamment? À Bruxelles. Tout se passe à Bruxelles. Et il y avait, dès la première réunion, une dame qui a dit « cette dette n'est pas possible à payer », et tous les autres, les 19 pays qui font partie de l'eurozone, c'est-à-dire qui ont l'euro comme monnaie, disaient « non, il faut la payer, il faut la payer ». Et il s'est aperçu aussi que pendant ces réunions, il y avait des comptes rendus, des tenues. Et il a décidé d'enregistrer les réunions. Il a enregistré les réunions, il me les a fait écouter, et on entend des dialogues absolument extraordinaires. Les gens qui s'engueulent, les gens qui ils reprochent aux Grecs à tout, il y a des choses même très très négatives. Donc vous avez eu accès à vraiment au témoignage. À ce qui se passe derrière les coulisses. Absolument. Au témoignage qui parfois tournait vraiment au racisme. Voilà. Je dis, écoutez, moi ça m'intéresse tout cela, je vais essayer de faire un film, il faudra qu'on travaille peut-être ensemble. Il dit, non, moi je vais écrire un livre. Je dis, alors je vais lire le livre. Et il a commencé à m'envoyer les chapitre à chapitre. Et dès que j'ai lu le deuxième chapitre, c'était sûr qu'il y avait là la possibilité d'un film. Et voilà, c'est comme ça que l'histoire est partie. On a acquis les droits et on a décidé de faire le film en nous disant que voilà, vous lirez le scénario, vous verrez le film, mais vous n'intervenez pas, vous me laissez faire ce que je sens, ce que j'ai envie de faire. Ce qui s'est passé d'ailleurs avec lui. Et donc, le film met en scène Yanis Varoufakis, donc, qui était le ministre de l'économie de la Grèce pendant donc, les premiers mois du gouvernement Syriza en Grèce. Et vous nous montrez un personnage politique qui est totalement atypique, qui ne vient pas du tout du moule politique. C'est pas un politicien de formation, c'est un universitaire qui est un homme d'action, qui peut faire bouger les choses, mais qui est pris dans un engrenage structurel qui est propre à la Commission européenne et à tout ce qui entoure l'Europe et le gouvernement européen à Bruxelles. Vous réussissez avec beaucoup de maestria à montrer justement l'incompréhension et comment est-ce que c'est impensé, comment est-ce que l'Europe est devenue quelque chose qui est quasi ingouvernable, qui est impossible, qui a une seule façon de réfléchir, une seule façon de penser, et que quiconque s'y attaque va être rejeté d'une certaine manière. Non, essentiellement, d'abord, ce qui m'a intéressé, c'est que d'un côté, vous avez un peuple qui souffre, qui se trouve vraiment socialement à un niveau très très bas de plus en plus, et de l'autre côté, vous avez l'Europe qui essaye de sauver l'euro, disent-ils, et l'argent, donc c'est une histoire d'argent, et sans penser ce qui arrive au peuple. Voilà, cette espèce de différence. C'est-à-dire cette espèce de primauté qui a de plus en plus dans nos sociétés l'argent, sans beaucoup tenir compte du peuple, des gens, des citoyens. Voilà, c'est ça qui m'intéressait essentiellement, et le rôle de l'Europe, il n'était pas du tout positif dans tout cela, et les souffrances de les Grecs étaient essentielles. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est que tous ces gens-là qui faisaient ce travail, il n'y avait pas de bons et de méchants, ils défendaient une idée, chacun avec une grande sincérité, je le crois, mais sans tenir compte des résultats. Voilà.
c'est un tout petit peu comme les schémas dramatiques des tragédies grecques anciennes. C'est-à-dire que tout le monde a raison, et chacun a sa propre raison. Et que les raisons, parfois, aboutissent à des choses pas bonnes. Voilà. C'était essentiellement ça l'histoire du film. Et je l'ai traité comme une tragédie. Comme une tragédie grecque ancienne, en mettant même par moments des cœurs comme une tragédie pour essayer d'expliquer, faire avancer l'action, expliquer les situations qui étaient impossibles à expliquer avec des moyens cinématographiques, c'est-à-dire avec la parole, les images et tout, c'est impossible. Donc, il a facile. Voilà. Et c'était une aventure assez exceptionnelle et unique. Je pensais que le film allait être très difficile pour les publics, et je me suis aperçu aux projections que j'ai fait, que ce soit à Venise, à Rome, le public l'a accueilli d'une manière. Ici aussi, d'ailleurs, je crois, l'autre soir, si quelques-uns parmi vous étaient là, ont compris dans l'ensemble cette situation. Et aussi au cinéma, que quand il s'agit d'économie et des chiffres, c'est très très difficile. Ah, oui, tout à fait. Parce que les chiffres, on les comprend jusqu'à un certain niveau, 1 million, 2 millions, 5 millions de dollars, vous comprenez, mais quand on vous dit 100 millions de dollars, ça veut dire quoi? 1 milliard de dollars ou des euros. Ça devient complètement abstrait. Donc c'est dangereux. Mais je pense que, voilà, les films commencent à sortir, on va sortir en France, on verra. Il va sortir ici, il va être d'ailleurs projeté une autre fois dans le cadre du FNC. Lundi soir, je crois. C'est ça. Là, donc, est-ce qu'on a le temps de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire si on a le temps de faire passer un micro pour que les gens puissent poser quelques questions? Où on est? Oui? Oui, on peut. Pendant que le micro circule, je voudrais donc vous féliciter, premièrement, pour la Louve d'or que vous avez reçue. Oui, oui, tout à fait. Oui. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un peu plus d'éclairage dans la salle? Est-ce que quelqu'un... Il y a une personne qui a une question juste ici. Ah, oui. C'est moi qui va? Oui. Ok, très bien. Bonjour à vous. Merci pour le très beau film d'hier. Vous parliez de et vous en parliez encore aujourd'hui, de la tragédie grecque dans votre film. Et j'ai eu cette réflexion qui est que la tragédie grecque se passe sur la scène et que tout ce qui est dans les coulisses est caché, secret, et que la politique dans la tragédie grecque se passe comme ça, sur la scène. Alors qu'avec les moyens du cinéma, on peut montrer la coulisse aussi. On peut montrer le record et le off-record, comme dit Varoufakis dans le film. On peut montrer ce qui se passe dans les écrits, dans les meetings officiels, et on peut montrer ce qui se passe en privé, et qui est finalement aussi fondamental que ce qui se passe en public. Et je me demandais, à votre avis, si la politique a beaucoup changé depuis les nouvelles technologies qui permettent de montrer le privé et le public, ou si ça a toujours été que le cinéma permet de montrer cette politique cachée qui a toujours été. Enfin, qu'en pensez-vous? J'aurais de la difficulté à résumer votre question. Oui. Je dois vous avouer, là. Est-ce que c'est possible de formuler une question plus courte, claire, plus directe un peu? Oui, comme les Américains. Ben, oui, je comprends. Pensez-vous que... laissez tomber, passez à une autre question. Bon, OK. Est-ce qu'il y avait une autre... En tout cas, merci, madame. Je peux poser une question très courte, mais je trouvais ça très intéressant pour ma part. Je trouvais ça limpide. Ouais. Est-ce que c'est possible d'ouvrir un peu les lumières? Parce qu'on ne voit pas les gens dans la salle. Juste d'ouvrir un peu plus les lumières. Enfin. Salut Denis, on s'est vu en 99. C'est Nicolas Goyer. Je travaille avec Sébastien Bage en 99. Oui. Monsieur Costa-Gavras, le nom de Vassili Vassilikos n'a pas été nommé aujourd'hui. Vassili Vassilikos, qui avait écrit Z, si je ne me trompe pas, que j'ai revu hier soir après votre film qu'on a vu hier. Son nom apparaît-il au générique hier dans Adults in the Room, parmi les clients dans un restaurant, quand il y a un cœur qui apparaît? Ou bien je me suis trompé et j'ai cru voir le nom de Vassili Vassilikos dans le générique de votre nouveau film, qui sera un ami toujours parmi les vôtres. Est-ce que le nom de Vassilis Vassilikos est dans le générique de votre film Adults in the Room?
l'auteur de Z? Oui, bien sûr. Il est dans le générique du film qu'on a vu hier. Absolument, oui. C'est la moindre des choses. Alors, est-ce qu'il y a une grande unité entre Z et votre nouveau film? Non, micro. Attends le micro. Ce serait le témoin, en quelque sorte, d'une unité entre Z et le film qu'on a pu voir hier soir et que vous pourrez voir à un autre moment. Est-ce qu'il y a un lien entre Z et Adults in the Room? Non. Si, il y a la Grèce. Il y a la Grèce. Dans Z, évidemment, le film Z, à l'époque, on pouvait faire un film sur un pays tout en le faisant en français, par exemple, avec des acteurs français. Tandis que dans celui-ci, il y a des Grecs, parce qu'on a pu le faire en Grèce, c'était facile. Il y a des acteurs qui sont grecs, qui jouent dans le film, et puis il y a des acteurs européens, un peu partout, pour jouer les Européens. Il y a une différence fondamentale, à mon avis, oui. D'accord. Il y a une dame ici qui a une question depuis un moment. Bonjour, Monsieur Costa-Gavras. Je vous entendais en entrevue hier et ce matin parler de l'éthique, qui semble être un principe important pour vous. J'ai rarement entendu des cinéastes ou des artistes parler de l'éthique dans leur travail. Vous en parliez par rapport à vos personnages ou à votre scénario. Est-ce que ce serait possible de nous parler un peu de l'importance de l'éthique pour vous dans votre œuvre? Est-ce que tu pourrais parler de l'importance de l'éthique dans ton œuvre? Dans l'éthique, on avait demandé d'allumer les lumières, on les a éteintes. Non, je veux vous dire, c'est que quand on touche à une histoire vraie, avec des personnages vrais, avec des situations vraies, pour faire le scénario, en tout cas en ce qui me concerne, l'essentiel, c'est de ne pas utiliser la dramaticité, la dramaturgie, disons plutôt, cinématographique, de respecter avant tout l'éthique des personnages et des situations. Pourquoi? Parce qu'un film, les histoires vraies durent des semaines, durent des mois. Tandis que les histoires au cinéma, vous le voyez à 2 heures, 2 heures et demie maximum. Donc il faut respecter avant tout cela. Et dans aucune manière, pour accélérer le rythme ou pour plaire aux spectateurs, ne pas utiliser tout ce qu'on a au cinéma et qu'on connaît plus ou moins. Voilà. Et l'éthique, pour moi, c'est essentiel. Voilà. C'est comme ça que j'écris et je fais tous mes films. Ceux, en tout cas, qui concernent des vrais personnages, des vraies histoires. Oui. Kyrie Gavra, le proverbe dit « jamais 2 sans 3 ». J'espère un 3e film sur la Grèce. Merci. Vous me lancez une responsabilité énorme. Mais j'y penserai. Merci. Il y a une dernière question. Bonjour, Monsieur Costa-Gavras. Est-ce que vous pensez qu'un de vos films a eu un impact politique qui a réussi à faire changer quelque chose dans un pays quelconque? Et si oui, quel film? Est-ce qu'il y a un de tes films qui a réussi à avoir un impact politique quelque part dans le monde et qui a réussi à changer quelque chose? Je ne sais pas et je ne vais pas le savoir. Sur ça va être le mot de la fin parce qu'il y a des gens qui attendent pour faire des tests donc, dans la salle. Donc, merci beaucoup, Costa-Gavras. Merci à toi. Merci à vous. Merci beaucoup.